Voilà bientôt 2 siècles que les scientifiques cherchent à mettre le doigt sur une trace de vie extraterrestre intelligente. 2 siècles de silence radio. Comment entrer en contact avec des aliens ? Il y aurait entre 100 et 1000 milliards d'exoplanètes, rien que dans notre Voie lactée. L'univers comprend peut-être 1000 milliards de galaxies. Si d'autres formes de vie intelligentes existent, comment entrer en contact avec ? Si la SF regorge de rencontres plus ou moins sympathiques, la question est prise au sérieux par la communauté scientifique et par la mise en place de programmes dédiés à la communication interstellaire. Des radiotélescopes pour écouter l'espace implacablement silencieux, aux bouteilles jetées à la mer. Quelles sont ces méthodes ? Communication interstellaire, un travail de longue haleine. Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et à l'Université Paris-Cité et co-auteur « Où sont-ils, les extraterrestres ?» et le paradoxe de Fermi, paru en 2017 aux éditions du CNRS. Et Frédéric Landragin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en linguistique au CNRS et l'auteur du livre « Guide de communication interstellaire » paru aux éditions UGA en 2024. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous écouter sur les ondes, bien sûr, mais aussi sur l'appli Radio France à toute heure, mais aussi sur YouTube, tout en nous suivant aussi sur X pour notre live tweet quotidien. C'est sur notre fil @CQFD et ça commence tout de suite. Alors, comment intercepter une trace de vie extraterrestre ? Qui sont les pionniers de la télégraphie céleste ? Et dans le cas d'une potentielle rencontre, comment communiquer avec un alien ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. En préambule, y a-t-il une vie ailleurs ? Et où sont-ils ? La question est posée en 1969. C'est notre archive du jour. Y a-t-il des êtres vivants en dehors de la Terre ? Nous n'avons aucune preuve qu'il en existe. Si il existait de telles civilisations extraterrestres, comment pourrions-nous essayer d'entrer en communication avec elles et comment pourrions-nous espérer réussir à leur parler ? Il y a donc un « si » au début de cette discussion. Eh bien, notre « si », s'il existe des civilisations extraterrestres, comment pourrions-nous communiquer avec elles ? Je vous propose 3 niveaux de réponse. Évidemment, la première manière d'avoir des communications avec des civilisations extraterrestres, eh bien, ça serait de les rencontrer. Les rencontrer, soit qu'elles viennent sur Terre, mais on n'a jamais eu la moindre preuve que cela soit arrivé, soit d'aller les voir dans le ciel. Au XXIe siècle, je sais bien que nous explorons le système solaire, la planète Mars, Vénus, etc. Mais dès qu'il s'agira de quitter le système solaire, même dans des astronefs très rapides, il nous faudrait des voyages durant des centaines d'années, et on n'irait pas loin encore avec cela. On n'irait que tout au bord du système solaire. De sorte que c'est le second niveau, celui dont nous allons parler maintenant, qui est le niveau des messages. À défaut de faire un voyage vers de telles civilisations, si elles existent, ce serait de voir si elles nous envoient des messages ou de leur envoyer des messages. Quant au troisième niveau, c'est que nous verrons ensuite qu'il y a une certaine distance à laquelle nous ne pouvons même pas espérer que des messages puissent parvenir, tellement ces distances sont grandes, et nous les écarterons donc encore aujourd'hui. Voilà l'avenir des communications avec des extraterrestres par le mathématicien François Le Lyonnais en 1969 sur France Culture. Roland Lehoucq, pour compléter cette archive, comment estimer les potentiels mondes habités par des vies extraterrestres intelligentes ? Eh bien, c'est fort difficile parce qu'évidemment, on peut constater quand même notre galaxie contient beaucoup d'étoiles, sans doute quelque chose comme 150 à 200 milliards d'étoiles. Maintenant, on se doute et on le sait par observation directe, qu'un certain nombre de ces étoiles ont des planètes qui orbitent autour d'elles, ce qu'on appelle des exoplanètes. Depuis 1995, découverte de la première exoplanète. On se doutait bien avant cette date qu'il existait des exoplanètes, mais sans en avoir la preuve concrète, la preuve directe. Maintenant, on en connaît sans doute plus de 5000 et pas loin de 6000 de ces exoplanètes. Vous voyez, 6000, j'ai dit 150 milliards d'étoiles, donc on est loin d'avoir dénombré toutes, et si tant est qu'on y arrive un jour. Mais ça donne déjà des idées sur les statistiques, et on peut se dire que sans doute il y a quelques, disons 3 ou 4 ou 5 planètes par étoile, ce qui montre le nombre de planètes dans notre galaxie à des centaines de milliards. Alors bien sûr, toutes ces planètes ne sont sans doute pas habitables. Quant au nombre de planètes habitées, on n'en a évidemment strictement aucune idée. Par habitable, on comprend des planètes qui pourraient accueillir une vie voisine ou semblable à celle de la Terre, ce qui évidemment est aussi
biais un peu, disons, terreau-centré, dans la mesure où peut-être d'autres formes de vie fondées sur d'autres mécanismes que ceux que l'on constate sur Terre pourraient apparaître ailleurs. Bref, au final, on ne sait rien, on est réduit à conjecture, on est toujours saisi en astrophysique par les nombres vertigineux des milliards, même des centaines de milliards d'étoiles, des centaines de milliards de planètes, mais à la fin, on ne sait toujours pas s'il existe une vie en dehors de notre planète. Frédéric Landragin, vous aussi, est-ce que cette archive vous a par exemple donné le vertige? Non, parce que je m'y attendais, mais elle est très très juste en fait. Alors moi, j'ai envie d'ajouter une distinction entre faire un message et signaler sa présence. Ce qui n'est pas la même chose parce que quand on parle de message, on parle de transmission d'un contenu. Par exemple, une question, êtes-vous là? Allez-vous venir chez nous? Enfin, un contenu sémantique, c'est-à-dire qu'il y a du sens pour l'émetteur et le récepteur. Et quand on fait juste un signalement, eh ben, on émet par exemple du bruit, ce que nous faisons nous avec nos émissions radio. On émet du bruit qui peut être capté à distance, alors pas à très très longue, comme il le disait avec le 3e niveau, mais quand même assez loin. Et il existe même un terme pour ça, on parle de technosignature. Et à ce moment-là, on peut imaginer signaler ou détecter la présence d'une vie extraterrestre sans pour autant faire un dialogue avec. On reviendra dans quelques instants évidemment sur l'avantage des ondes radio pour essayer de justement repérer des signes d'une intelligence extraterrestre, enfin lointaine. Mais tout d'abord, Roland Lehoucq, voilà, vous évoquez la détection d'exoplanètes, la première par Michel Mayor, Didier Queloz. Mais une approche pour estimer si de la vie, de surcroît de la vie intelligente, pourrait exister ailleurs, ça c'est quelque chose qui a été proposé par Francis Drake. Que propose Drake dans sa fameuse équation de 1961? Alors en fait, Drake, dans cette équation, mais c'est un peu surfait de dire équation, je trouve, parce qu'en fait, il y a une équation avec beaucoup d'inconnus. Donc en fait, en général, quand on parle d'équations, disons en sciences et en physique en particulier, on imagine pouvoir les résoudre et donc qu'il y ait quelque chose comme suffisamment d'équations et suffisamment de quantités observées pour pouvoir faire quelque chose avec. Là, on a une équation, une relation, on pourrait dire une formule qui permet de relier d'une part le nombre de civilisations extraterrestres intelligentes et capables de communiquer, qui ayant envie de communiquer, à un certain nombre de paramètres. Par exemple, il faut d'abord qu'il y ait des étoiles. Et puis, il faut qu'il y ait des planètes autour de ces étoiles. Et puis, il faut que ces planètes soient habitable. Et puis, il faut qu'elle soit habitée. Et puis, il faut qu'il y ait une vie à sa surface, intelligente, parce qu'on est en train de parler d'êtres qui vont fabriquer des choses, enfin, intelligentes en un sens qui serait à définir, d'ailleurs, l'intelligence. Et puis, il faut qu'ils aient l'envie qu'ils soient capables de fabriquer les objets qui leur permettront de communiquer à très grande distance qui sépare les étoiles, qui se chiffrent en années-lumière. C'est-à-dire, la distance parcourue, ces distances sont si grandes que la lumière les parcourt en des durées qui sont de l'ordre de l'année. Et en fait, beaucoup plus souvent, de la dizaine, de la centaine ou même du millier d'années. Et puis ensuite, il faut qu'ils aient envie de communiquer, qu'ils aient envie, s'ils veulent envoyer un contenu sémantique. Sinon, ils peuvent se contenter de faire du bruit. Mais depuis combien de temps font-ils du bruit? C'est-à-dire du bruit au sens des émissions, mettons radio, désordonnées, comme celles que nous faisons depuis les premières émissions de la BBC dans les années 1920. Ben, ça fait, disons, en gros, 100 ans que nous émettons vers d'autres humains, mais aussi vers le ciel. Et donc, ces signaux n'ont franchi en 100 ans que 100 années-lumière. Et donc, pas du tout une distance qui se compare à celle qui sépare les étoiles les plus lointaines de la galaxie, de l'étoile les plus lointaine de notre Soleil, qui sont chiffrées plutôt en dizaines de milliers, et le diamètre complet de la galaxie étant de 100 000 années-lumière. Donc, au final, on se voit qu'il y a tout un tas ça met le doigt sur un certain nombre d'éléments dont à peu près aucun n'est vraiment bien connu, sauf peut-être quand même des estimations sur le nombre d'étoiles, le nombre de planètes par étoile. On a des choses plausibles à dire là-dessus, parce que les observations sont considérablement améliorées depuis la découverte de la première exoplanète. Mais pour le reste, on en est réduit à conjecture, et les incertitudes sont si grandes qu'en fait, ce nombre qu'on obtient, si on met des valeurs dedans un peu, disons, qu'on estime raisonnables, les incertitudes sont si grandes que ça varie entre il y a une civilisation techniquement intelligente, techniquement capable de communiquer et qui le fait, nous, les humains,
humain et beaucoup de millions. Et donc, avec une incertitude aussi grande, on ne peut évidemment pas conclure. Donc, cette idée de Drake était là, surtout, je pense, à vertu peut-être pédagogique, pour se dire, ben voilà, quels sont les éléments qui nous paraissent importants pour pouvoir fixer, décider qu'une civilisation intelligente, techniquement avancée, envie de communiquer, soit en capacité, soit de recevoir nos signaux, soit de nous en émettre et que nous puissions, nous, les recevoir. Mais Drake, il était connu aussi parce que c'est lui qui a lancé en 1960 le projet OSMA, qui était un projet d'écoute, un des premiers projets. En fait, il a suivi en cela une proposition qui venait de l'année précédente, qui était publiée dans la revue Nature. Il y a deux physiciens, du GP Cocconi et Philip Morrison, qui ont publié un article où ils suggéraient d'utiliser justement les ondes radio pour des communications interstellaires. Alors, communication pour éventuellement détecter une intelligence extraterrestre. Et donc, Drake a, pour le coup, mis en œuvre dans ce projet OSMA cette proposition. En effet, OSMA, ce clin d'œil au magicien d'Oz, on voit bien que Drake est un des pionniers justement dans cette recherche d'intelligence, j'allais dire artificielle, pas du tout, de recherche intelligence extraterrestre, et pourquoi pas artificielle aussi, mais Frédéric Landragin, Drake n'est pas le premier, hein. Il y a des pionniers dans cette recherche-là, bien avant le XXe siècle. Alors, Drake, effectivement, il a juste mis en chiffres des espèces d'intuitions que l'on peut avoir. Mais auparavant, il y a eu des tentatives de communication vraiment d'un point de vue en fait assez pratique. Alors, par exemple, si on remonte au 19e siècle, donc ça fait en fait des siècles que les humains se demandent est-ce qu'on est seul? Est-ce que, en gros, la Terre est un phénomène rare? L'hypothèse de la Terre rare, ou est-ce qu'au contraire, il y a plein de terres et d'équivalents un peu partout. Et donc, en supposant que l'autre, il existe, au départ, on l'imaginait sur la Lune, parce que c'est la Lune qu'on voit de près, c'est la Lune qui nous paraît la plus immédiate. Donc, on imaginait exactement des sélénites qui habitaient la Lune et auquel on avait envie de faire un message. On ne pouvait pas y aller. Donc, il y a des mathématiciens, des intellectuels, des inventeurs, plein de gens, dont énormément en France, à Paris, qui ont imaginé des petits systèmes. Par exemple, on fait pousser des arbres et des champs de blé de manière à faire un triangle et à faire une espèce de preuve en schéma du théorème de Pythagore, puisqu'on se dit, si on arrive à montrer ça à des aliens, c'est une preuve qu'on est intelligent, puisqu'on a découvert le théorème de Pythagore. Et un deuxième après qui a proposé, on n'a qu'à faire ça de nuit, on crée des espèces de fossés, pareil, qui font une forme, un triangle, ou même un message, coucou, et on remplit ces fossés de pétrole, on met le feu et ça fait un énorme message qui brille et donc potentiellement qui peut être vu depuis la Lune, voire Mars. En effet, c'est son projet de 1840 dans la nuit dans le désert du Sahara. Tout ça évidemment resté à l'état de projet. L'idée est d'utiliser la surface de la Terre comme une immense feuille de papier. Roland Lehoucq, en fait, à cette époque, on est aussi tellement persuadé que la vie est ailleurs qu'il y a des prix qui ont été mis en place pour rentrer en contact avec ces formes de vie. Oui, c'est ça, c'est évidemment extrêmement des prix scientifiques richement exactement. dotés. C'est une période riche. D'abord, on est aussi dans une période où on observe en Mars, par exemple, avec les lunettes dont on dispose à la surface de la Terre, un certain nombre d'astronomes, et des astronomes amateurs mais fortunés, qui avaient les moyens de se payer ces lunettes, ont cru voir, et ça donnait tout lieu à de nombreuses discussions, puis des controverses, ont cru voir des canaux, des structures géométriques dessinées à grande échelle à la surface de Mars, des canaux qui rejoindraient les pôles de Mars, où l'on voyait déjà très clairement qu'il y avait des calottes polaires, donc on savait qu'il y avait d'une certaine façon de la glace sur Mars. Il se trouve que c'est beaucoup de glace, de gaz carbonique et aussi de la glace d'eau. Et ces canaux reliaient les pôles à l'équateur. Et on se disait, c'est la preuve, d'une part, qu'il existe une vie intelligente, techniquement développée, qui a creusé ces canaux et qui doit certainement utiliser les calottes polaires pour faire couler des liquides, de l'eau sans doute, de là où il y en a à là où il y en a moins dans les régions équatoriales. Et donc il y avait
en tout cas un engouement très clair sur la possibilité d'une vie extraterrestre. La discussion, ça remonte même à Fontenelle avec son entretien sur la pluralité des mondes, où pour lui c'est tout à fait évident qu'il existe des êtres vivants sur les autres planètes du système solaire. La seule question est de savoir comment entrer en contact avec eux. Et donc il y a eu un prix, il y a une dame, Émilie Clara Goguet, qui a écrit le prix Pierre Guzman, en l'honneur de son fils, je crois, Oui, un c'est prix qui ça. était bien doté, 100 000 francs de l'époque, et pour 1891, récompenser ouais. quiconque serait capable d'envoyer un message avec une autre planète et d'en recevoir une réponse. Et il y avait comme une coda dans le pli, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'avec une autre planète, mais sauf Mars, parce que là, c'est trop facile, on sait déjà tout sur Mars, et donc il y a des extraterrestres, il y a des martiens, il y a des canaux, donc c'est une évidence. Donc c'est pas la peine de nous arriver avec une machine pour discuter avec Mars. Donc on voit qu'il y avait cette motivation, on la retrouve maintenant pour d'autres problèmes, d'autres sujets techniques. On peut penser au X-Prize, par exemple, pour les questions spatiales, et à d'autres prix, de récompenses données pour motiver les inventeurs, les chercheurs, les gens qui ont envie de réfléchir sur un problème particulier, et en les dotant d'un prix là, qui maintenant, vu de maintenant, évidemment, est assez amusant. Voilà, et le prix Pierre Guzman aurait été convoité par Nikola Tesla pour ses travaux sur la communication interplanétaire. Nikola Tesla est un peu moins connu pour ses recherches sur les moyens de communiquer avec Mars. Alors, voilà pour les premiers projets qui se mettent en place au 19e siècle, mais la recherche va s'organiser, mettre en place des vrais programmes. Le projet SETI, comment créer la rencontre? On vous raconte, restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. On est en direct sur France Culture avec Roland Lehoucq et Frédéric Landragin. Nous parlons de communication interstellaire ou comment communiquer avec des aliens. On vient de voir comment les scientifiques ont pensé faire des dessins avec des arbres sur la Terre, comment l'idée d'une télégraphie céleste a fait son chemin. On a aussi évoqué Frank Drake, le pionnier de la recherche de vie extraterrestre. Roland Lehoucq, la mise en place du programme SETI, c'est donc en 1960. L'objectif de ce programme, c'est de tendre l'oreille vers l'espace, mais que cherche-t-on plus précisément? Qu'est-ce qu'on essaye d'écouter? Eh bien, c'est bien le problème. C'est-à-dire, d'abord, on écoute avec des antennes qui captent les ondes radio. La lumière, les ondes radio, c'est de la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, c'est de la lumière. On observe le ciel dans une lumière invisible à nos yeux qui se trouve être les ondes radio. Alors, si on utilise les ondes radio, c'est parce que, justement, dans l'article de Cockney et Morrison, était fait remarquer que les ondes radio avaient une vertu, c'est qu'elles pouvaient se propager à assez grande distance dans la galaxie, tout simplement parce qu'elles sont assez peu absorbées par le milieu interstellaire. Au contraire, par exemple, de la lumière visible, qui peut être absorbée par des nuages interstellaires, donc finalement nous masquer des étoiles qui nous sont inobservables en lumière visible, mais que l'on peut éventuellement détecter, par exemple, en lumière infrarouge. Et donc, observer en ondes radio, c'est profiter d'une sorte de fenêtre galactique, d'une sorte de zone de fréquence, et c'est pas dans toute la gamme des ondes radio, il y avait des longueurs d'onde ou des fréquences plutôt particulières qui étaient sélectionnées, et en se disant, on va écouter dans ces fréquences-là, parce qu'après tout, quelle fréquence choisir? Si vous voulez écouter France Inter, alors maintenant, ça se règle tout seul. Mais avant, il fallait écouter, je ne sais pas, 98,9 MHz, 88,9 ou une fréquence qui était donnée à l'avance. Et là, quelle fréquence choisir? Donc le point, c'est on va toutes les écouter. Ah ben oui, maintenant, on sait faire ça parce qu'on a des appareils électroniques sophistiqués qui sont capables de balayer un grand nombre de fréquences et d'écouter dans toutes ces fréquences, disons simultanément, en fait, en série, mais d'écouter beaucoup de fréquences. À l'époque, il fallait faire un choix. Et donc, il y a déjà une hypothèse, c'est comment choisir la fréquence? Il faut trouver une fréquence qui va tomber sous le sens de nos camarades extraterrestres s'ils existent. Alors laquelle? Eh bien, on va choisir une fréquence qui tombe dans le domaine, dans la fenêtre de transmission, disons, galactique. On va choisir une fréquence qui correspond à un élément, un atome, qui est très abondant dans l'univers, qui est l'hydrogène, et qui a justement une fréquence d'émission dans ce qu'on appelle la transition hyper fine de l'atome d'hydrogène, une transition avec une fréquence de 1420 MHz, millions de Hertz, millions de vibrations par seconde, et ce choix-là est fait parce qu'on se dit, ça pourrait être, entre guillemets, une sorte de rendez-vous en fréquence. Si vous devez discuter avec quelqu'un, eh bien, on va choisir un truc qui va tomber sous le sens. Si vous voulez, par exemple, donner rendez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas à la gare de Lyon, eh bien, vous vous dites, on va se mettre alors je ne vais pas citer les noms pour faire de publicité, mais telle enseigne de café,
bien connu, il y en a partout, il y en a dans toutes les gares, et vous êtes certain que ça va être un point de rendez-vous facile à trouver parce qu'il sera bien indiqué dans la gare. Et bien là, c'est pareil, la gare, elle a la taille de la galaxie, l'alien, enfin l'être avec lequel vous espérez, si ce n'est discuter, en tout cas vous espérez entendre, vous ne savez rien sur lui, et vous êtes réduit à hypothèse, et vous dites, bon, peut-être il va choisir quelque chose qui nous paraît, nous, évident, mais on n'en sait rien. En fait, évidemment, en pratique, on n'en sait rien. Donc ça a commencé comme ça, avec l'idée d'écouter dans ces ondes radio, voir s'il n'y avait pas un signal qui aurait pu être non naturel, qu'on aurait pu qualifier d'artificiel, et du coup, signe de cette émission intelligente. Frédéric Londragin. Oui, en fait, le point important, c'est l'universalité. Il faut essayer de tendre vers un phénomène que l'on considère comme universel et donc qui sera prégnant aussi bien pour nous que les extraterrestres. Et la fréquence de la transition hyper fine de l'hydrogène, a priori, c'est un phénomène qui est absolument universel et donc pourquoi pas. Et pour la petite histoire, je crois que les premières émissions, au final, n'ont pas fait ce choix exact-là parce qu'il n'était pas possible d'un point de vue technique. Et donc, ils ont fait un choix qui était un petit peu à côté. C'est comme si on va, non pas à l'enseigne de café, mais au fast-food qui est à côté. Ouais, on dit au premier bar, à gauche de l'enseigne de café très connue. Voilà. Mais alors là, on voit bien que l'avantage des ondes radio, des dispositifs qui permettent leur émission et leur captation, c'est qu'ils sont déjà là, ils sont déjà utilisés, mais bon, pas pour la recherche de la vie. Ce qui est assez étonnant, c'est quand même que les premiers radiotélescopes datent des années 30 ans plus tard. L'idée de Drake, c'est de les utiliser justement dans cette quête-là. Il y a quand même quelques problèmes et quelques limites encore, Roland Lehoucq. Il y a le problème de la focalisation. Alors c'est certain que quand on ne sait pas ce que l'on cherche, enfin on a une idée de ce que l'on aimerait trouver, mais on ne sait pas où le chercher, c'est assez embêtant. C'est-à-dire vous devez chercher, pareil, une aiguille, et puis elle est quelque part sur Terre. Bon ben voilà, vous avez la Terre pour chercher. Donc c'est assez compliqué. Si vous avez une aiguille particulière en tête, évidemment c'est celle-ci que vous cherchez. Si c'est une aiguille au terme d'une aiguille en général, ben, vous pouvez chercher un peu autour de vous, par exemple chez vous, et puis trouver si vous voyez une aiguille chez vous. Vous pouvez aussi faire avec plein de copains ou copines, d'aller balayer plein d'endroits pour trouver s'ils voient des aiguilles. Donc l'idée c'est est-ce que vous focalisez sur des endroits précis. Alors les endroits précis, on a quand même une idée. Les étoiles, plus exactement les planètes que l'on imaginait à l'époque en orbite autour de ces étoiles. Maintenant, on ne sait pas toujours si une étoile donnée a des planètes, parce qu'elles ne sont pas toutes observées, ces étoiles, pour la détection d'exoplanètes, mais on se doute qu'il y a des planètes sans doute autour de toutes les étoiles. Donc vous visez des étoiles, ça c'est l'idée... s'il y a des planètes et s'il y a une vie intelligente qui communique sur ces planètes, alors en visant telle et telle étoile, bon, ben peut-être que je capterai quelque chose. Vous choisissez des étoiles de type solaire, parce que vous vous dites, bon, comme elles ressemblent au Soleil, elles auront peut-être des planètes qui ressemblent à la Terre, et blablabla. Bon, c'est une hypothèse encore. Et puis, vous les choisissez pas trop lointaines, parce qu'évidemment, une étoile qui a 1000 années-lumière, le signal mettra 1000 ans pour arriver. Donc, vous aimeriez pouvoir, disons, discuter, recevoir un message qui n'est pas trop ancien, si message il y a. Et donc, vous choisissez, dans votre environnement proche, à quelques dizaines, vingtaines d'années-lumière autour de la Terre, des étoiles de type solaire, et vous les écoutez très attentivement. L'autre solution, c'est de se dire, eh bien, on va écouter tout. Je vais écouter un grand secteur du ciel. Je vais pas simplement mettre mon cornet acoustique, si je veux dire, c'était le cas si c'était du son. Là, ce n'est pas du son, mais je vais pas me viser une étoile, mais je vais écouter large, essayer de me concentrer sur tous les bruits qui m'entourent et pour me dire, ah ben par là, il y a peut-être un truc. Alors évidemment, ça, c'est agréable, mais simplement, c'est les feats. Là, vous allez capter les feats. Si vous vous focalisez, si j'écoute très attentivement avec mon cornet acoustique comme le tournesol, je me dirige vers vous, je vais mieux capter ce que vous émettez en supposant que vous le fassiez, cette émission. Mais si j'ai mes oreilles comme ça ouvertes et essayer de capter les sons qui viennent de mon environnement, alors j'entends un petit bruit dans mon dos, mais je ne sais pas trop bien dire quelle est direction et de quelle distance il a, et puis qu'est-ce qu'il signifie, et puis est-ce que j'arrive à le voir sortir du bruit de fond, parce qu'il y aura aussi tout le bruit de fond des émissions radio de la galaxie. Et donc au final, il y a un peu se focaliser sur quelques sources, mais je risque de choisir les mauvaises, parce que j'en suis réduit à conjecture, ou alors écouter large, mais du coup, je ne sais pas trop dire d'où ça vient, et je risque de ne pas avoir un signal qui sort du bruit de fond. Donc voilà, il y a cette ambivalence entre
profondeur et précision ou largeur, mais surface. Et puis l'autre problème que vous avez déjà évoqué, hein, le problème, c'est la distance à parcourir. Les échelles sont immenses, même à la vitesse de la lumière. Bien sûr, les distances entre étoiles, je le disais, se chiffrent en années-lumière, c'est-à-dire les durées de parcours de la lumière d'une étoile à une autre se chiffrent typiquement en années-lumière. L'étoile la plus proche du notre système solaire, Proxima du Centaure, sa lumière met un peu plus de 4 ans pour nous parvenir. Par comparaison, la lumière du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir, et la lumière de la Lune, de la surface de la Lune, diffusée par la surface de la Lune, met un peu plus d'une seconde. Donc là, on est déjà à 4 ans pour l'étoile la plus proche, et puis ensuite, il y a des distances qui se chiffrent en dizaines, centaines et milliers d'années-lumière. Le diamètre de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc on voit tout de suite qu'à ces échelles-là, si une civilisation a émis dans notre calendrier, il y a 30 ans, un signal vers nous, mais qu'elle l'a émis et qu'elle est séparée de nous d'une distance de 100 années-lumière, ben, il faut encore attendre 70 ans avant que le message arrive. Il faudrait être patient. Frédéric Landrage. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en 2003, donc c'est quand même pas si loin que ça, on a émis des messages à destination de exoplanètes, enfin sauf qu'à l'époque on ne savait pas encore exactement, mais on va dire à destination d'une étoile. Et donc c'est ce qui s'est appelé le Cosmic Call, l'appel cosmique. Il y en a eu 2. En fait un peu plus, et le tout premier en 2003, enfin le premier un peu sérieux, hein, on va dire au niveau de la conception du message en particulier, on sait que la destination sera atteinte en 2036. Donc si on a une réponse, c'est alors 2003-2036, ça fait 33 ans, la réponse on l'aura à 2036 plus 33 ans, c'est-à-dire 2069. Voilà, donc nous on sera probablement pas là. Au mieux. Voilà, au mieux, ouais. Il faut qu'elle soit captée, parce que bien sûr ce signal, tout ça est bien joli, mais ce signal s'atténue avec la distance. Tout simplement, c'est comme la lumière d'une bougie vue à quelques centimètres est assez brillante, mais si vous la placez à 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre, évidemment, elle est de plus en plus faible. Dit brutalement, la luminosité de la source dépend en inverse du carré de la distance. Plus vous êtes loin, plus elle est faible. Et donc, quand vous émettez à grande et que vous espérez être reçu à grande distance, il faut envoyer une puissance considérable dans votre signal, une puissance en watts, hein, très concrètement, une puissance considérable dans votre signal pour qu'il arrive pas grand-chose au bout. Et le pas grand-chose au bout peut être noyé dans le bruit de fond. Le détecteur de votre camarade alien n'est pas assez sensible pour capter votre signal. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour le fait que le signal, finalement, n'est pas vu, n'est pas entendu. Et Frédéric Landrage, vous dites 2003, voilà le premier message sérieux envoyé. C'est quoi un message sérieux envoyé aux aliens? Alors, c'est un message qui, contrairement au précédent, n'est pas écrit dans une langue humaine, parce qu'il y a quand même vraiment peu de chances que les extraterrestres qui habitent à des années-lumière parlent l'anglais, le latin ou l'espéranto ou le volapük ou autre, donc ou le morse aussi, mais bon, qui n'est qu'un codage sur une langue. Mais il faut savoir que par exemple le tout premier des messages qui a été envoyé par onde, ce sont les Russes qui l'ont envoyé. C'était 3 mots, Mir, Lénine et URSS. Mir voulant dire paix. Donc c'est très bien, mais sauf qu'en morse, il n'y a pas le dictionnaire qui va avec, et donc c'est absolument incompréhensible par définition. Donc un message un petit peu plus sérieux, c'est un message qui est auto-explicatif, c'est-à-dire qui comporte dans le message même son mode d'emploi. Et donc, par exemple, si on choisit une langue, ce message, il doit comporter le lexique et la syntaxe de la langue elle-même. Et, si possible, aussi des références à des objets que les aliens peuvent voir aussi bien que nous, les étoiles, les pulsars, je ne sais quoi. Donc, il y a eu des tentatives au départ avec la plaque sur les sondes Pioneer où on voit la position de... Vous voulez peut-être en parler, mais... où il y a la position de la Terre par rapport à un certain nombre de pulsars, etc. Et des choses qui ont des références qui peuvent être comprises par des aliens. Mais justement, comment on s'y prend, nous autres terrestres, pour communiquer avec des aliens? Et en cas de contact avec une civilisation extraterrestre, quelles peuvent être les difficultés si nous étions confrontés à un extraterrestre pour communiquer avec? On fait un peu d'astrolinguistique, restez avec nous.
La bande originale de Mars Attack en direct sur France Culture, car nous parlons de communication interstellaire. On en parle avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et à l'Université Paris-Cité, et co-auteur de Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi en 2017 aux éditions du CNRS, et avec Frédéric Landragin, chercheur en linguistique au CNRS et auteur du livre Guide de communication interstellaire aux éditions UGA en 2024. On vient de voir qu'on s'est mis à utiliser les ondes radio pour scruter l'espace à la recherche d'un message, ou au moins d'une trace, d'un signal d'une vie extraterrestre qui pourrait produire un son. C'est le programme SETI. Le programme METI, ça, c'est lorsque nous cherchons à entrer en contact, et ça a donc commencé avec les sondes Pioneer, Roland Lehoucq. J'écorche toujours cette pauvre sonde à chaque fois. Pioneer, Oui, voilà. Pioneer, on va pas 72, la NASA. Exactement. Donc là, l'idée, c'était de profiter de ces sondes qui ont fait ce grand tour dans le système solaire pour aller observer les planètes géantes, notamment Jupiter et Saturne, et d'en profiter pour voilà, mettre un message, enfin, qui sera sans doute récupéré par personne, si tant est qu'il soit compréhensible par l'alien qui le récupère éventuellement un jour. Mais il y avait quand même cette idée de vouloir mettre quelque chose qui permettrait, d'une certaine façon aussi, de faire de la communication autour de ces sondes, et donc de créer quelque chose qui ressemble à un message, ou en tout cas qui donne des informations. Et donc c'était pour la durabilité, là, la question qui se pose, il y a tout un tas de questions fort intéressantes qui se posent. D'abord, il faut que le message arrive. Qu'il soit récupéré, c'est une chose, mais au moins déjà qu'il arrive, ou qu'il soit récupérable, qu'il soit lisible, qu'il ne soit pas détruit, qu'il ne soit pas abîmé par le passage du temps. Donc il a fallu faire une plaque en métal, couverte d'or, enfin quelque chose qui était qu'on a estimé particulièrement résistant. Et puis dessus, on a mis un certain nombre d'informations. Alors on a mis un humain mâle, un humain femelle nu, alors avec des détails anatomiques manquants pour l'humain femelle, parce que ça choquait la bonne société de l'époque. Elle n'a pas de sexe. Elle n'a pas de sexe, exactement. Donc du coup, des choses, vous voyez, qui étaient on voit très bien, ça donne plus d'informations finalement sur les humains qui ont créé ce message que sur les humains réels. Mais les humains qui ont créé ce message pour les autres humains qui le lisent maintenant ou qui le lisaient à l'époque. Mais il y avait aussi des choses intéressantes qui donnaient, comme le disait tout à l'heure Frédéric, la position du système solaire, d'abord de la Terre dans le système solaire, comme troisième planète autour du Soleil, et ensuite du système solaire repéré parmi un certain nombre d'objets suffisamment, en tout cas que nous considérions comme suffisamment emblématiques, les pulsars, qui sont faits des étoiles à neutrons en rotation rapide, avec une période de rotation extrêmement précise et qui varie extrêmement peu, et d'ailleurs qui n'ont pas été découverts très longtemps avant, puisque là, les sondes Pioneer, c'est 72, les découvertes des pulsars par Jocelyn Bell, c'est quelque chose comme 67 ou quelque chose comme ça, enfin quelques années avant, et d'ailleurs, ils ont été, mais pas longtemps, imaginés, c'était des signaux périodiques. Il y a des phénomènes d'accélération de particules d'électrons qui produisent des phénomènes radio périodiques, comme une sorte de phare radio qui vous flash régulièrement avec des périodes qui sont de l'ordre de la seconde, mais qui peut être aussi basse que quelques millièmes de seconde, quelques dizaines de millièmes de seconde, donc des flashs rapides que vous observez en rayonnement radio. Et les trois premiers pulsars avaient été baptisés LGM 1, 2, 3, comme Little Green Men 1, 2, 3. Vous voyez un signal périodique en ondes radio, on s'est dit pas très longtemps en fait en pratique, et on a assez rapidement compris l'origine du signal, enfin l'origine physique du signal comme étoile à neutrons en rotation rapide. Et donc ces pulsars, comme ils ont une période très précise, si on vous dit le pulsar qui a une période de 0,356, 453, 832 secondes, c'est avec ce niveau de précision là, avec beaucoup de chiffres après la virgule, ça va qualifier probablement un seul pulsar. Et donc, en indiquant les périodes des pulsars et en positionnant le système solaire en position relative par rapport à ces pulsars, ça donne une information de localisation, pas hyper précise, au sens vous n'êtes pas forcément près d'arriver là, mais ça vous dit l'endroit où vous êtes dans la galaxie. Et puis d'autres informations, tout un tas d'autres informations qui étaient présentées. C'était un message qui visait peut-être sans doute plus les humains maintenant que les extraterrestres, que la probabilité qu'ils soient récupérés, évidemment, est extrêmement faible. Mais c'était une tentative qui fait comme l'hypothèse que ces extraterrestres ont des yeux. C'est-à-dire le message, il est l'image comme support universel de compréhension. On a pensé ça, on était esbaudis par les graphismes de l'Égypte antique, mais il a fallu du temps pour les comprendre. Donc l'image n'est pas forcément porteuse d'un sens évident. Et même cette image-là qui est dessinée, comment comprendre ce qui est représenté, ces humains dessinés, la sonde Pioneer dessinée, est-ce que ça fait sens pour une intelligence hypothétique, mais radicalement autre que la nôtre? Oui, c'est ça, c'est pour créer une carte galactique qui indique l'emplacement de la Terre dans l'espace, c'est plutôt ingénieux, mais en termes de communication, c'est pas très efficace, Frédéric Landragin. C'était la première, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Carl Sagan c'est Carl Sagan, conçoit ça en un exactement, mois. parce qu'il venait d'y avoir la première
conférence entre les Américains et les Russes sur la communication avec les extraterrestres, la première vrai débat quoi, sur le sujet qui a eu lieu en Arménie, je crois. Et du coup, la NASA a vite dit à Sagan, bah tiens, ça serait pas mal qu'on en profite. Là, on lance une sonde, hop, il faudrait une plaque. Il a demandé à sa femme, c'est sa femme qui a fait le graphisme, je crois, très rapidement, du genre en quelques jours, et hop, voilà, c'est emballé et envoyé. Mais par contre, ce qui est un peu plus intéressant, c'est quelques années après, donc je ne sais plus si c'est en 75 ou 76, il y a 2 autres sondes qui ont été envoyées, qui s'appellent les sondes Voyager. 77, Voyageurs 77. 77, ok. Voyager 1 et 2. Voilà. C'est très près, c'est très proche c'est temporellement. peu longtemps après. Et où là, le principe, c'était pas de juste mettre une plaque, c'était de mettre un disque en or. Alors, un disque, à l'époque, on parlait évidemment de disque micro-sillon, sauf que là, il fallait qu'il résiste à l'espace, donc il est en or. Et sur le disque est gravé le mode d'emploi, c'est-à-dire, bah voilà, il y a le petit truc pour lire, etc. Et dans le disque sont enregistrés un certain nombre de choses. Donc, il y a des sons, des photos, du rock, de la musique classique, mais plein de choses très éparses, très variées, qui sont censées être un échantillon de la culture humaine. Et alors, plus marrant encore, donc on voit des gens en train de manger, de boire, on entend un rire, c'est le rire de Sagan même, et il y a une lettre, donc sous la forme d'une image, une lettre écrite en anglais, signée par le président des États-Unis de l'époque, qui dit ceci est un échantillon de notre culture et nous serions ravis, si possible, d'intégrer une société intergalactique. Et ça, c'est vraiment drôle avec le recul, parce qu'évidemment, écrite en anglais, sans dictionnaire, ni syntaxe, ni rien du tout, ça restera une image un peu bizarre. J'invite nos auditeurs et nos auditrices à écouter le podcast. On avait consacré un épisode pour l'anniversaire Voyager et jamais ne revient. Des sondes qu'on envoie comme ça dans l'espace avec des plaques. On va faire ça à nouveau avec la prochaine mission Europa Clipper, Roland Lehoucq, ou Frédéric Landragin, où on voit notamment le lancement est prévu le 10 octobre. En direction d'Europe, la lune de Jupiter. Et là encore, elle transporte une plaque de métal. Est-ce qu'on s'y prend un peu mieux que les premières expérimentations des années 60 et 70 ? Si je me souviens bien, on l'a déjà fait aussi sur Mars, je crois. On a déposé une plaque. Sur, Et en fait, c'est plus Sur pour Persévérance les futurs humains que pour des aliens, en fait. C'est plus une espèce de mémoire de ce qui s'est passé, du voyage vers Mars, etc. Donc, c'est pas plus universel. On n'est pas dans un cosmic call. Hein. C'est pas la même chose. Le cosmic call, c'est vraiment fait pour être... c'est un message que l'on envoie à on ne sait qui et qui a pour but d'être compréhensible et donc décodable sans aucun préalable. On a des exemples de bons cosmic call, de cosmic call réussis. Alors, Réussi. Ça, on n'a pas la preuve. Donc, si c'est ça réussi, non. La réponse est non. Non, mais disons, selon vos yeux de linguiste, Frédéric Landragin. En fait, c'est tout le problème de la discipline que l'on appelle astrolinguistique, parce que c'est pas vraiment une science, dans la mesure où on peut pas expérimenter et on peut pas avoir de preuves. On peut pas faire un CQFD, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait qu'il y ait des aliens, effectivement, qui répondent et que là, à ce moment-là, on se dise cette méthode A, elle marche mieux que la méthode B, etc. Mais ça, c'est pas arrivé. Mais une méthodologie universelle, quelle pourrait... Oui, alors en gros, on commence par ce qui est le plus universel. Donc, outre le choix de la fréquence de l'onde à laquelle on va émettre, le contenu du message même, il commence par des choses très très simples. Et les choses les plus simples, c'est les nombres en fait. Donc, on commence par faire une impulsion, et on met le code pour le chiffre 1. Puis on fait 2 impulsions, on met le code pour le chiffre 2. On met 3 impulsions, on met le code pour le chiffre 3, etc. Un certain nombre de fois. On s'en fout que ce soit en base 10, en base 8, en base hexa, enfin on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment
en faisant ce message, je vous montre les nombres que vous connaissez, parce qu'il suffit de compter, même les oiseaux savent compter à 1, 2, 3, enfin... voilà, ils n'ont pas de mots pour exprimer ça, mais ils savent compter. Et un petit peu. Et après, on enchaîne avec les nombres premiers, donc les nombres qui se divisent que par 1 et eux-mêmes, donc 2, 3, 5, 7, etc. Et rien que cette suite de chiffres-là, qu'on la fasse avec des impulsions comme dans le film Contact de Zemeckis qui est tiré d'un roman de Sagan, encore une fois, parce que lui, il a vraiment... voilà, c'est lui qui est à la base un peu de tout ce domaine dont on parle aujourd'hui, ou que ce soit avec les fameux codes qu'on a introduits un par un. Et donc, en faisant ça, le message, en gros, il dit, ben voilà, là, je vous ai appris les bases des maths, je vous ai appris les nombres premiers. Maintenant, on va apprendre des choses un peu plus complexes, on va apprendre des opérateurs. Donc, des opérateurs qui relient 2 nombres pour en faire un 3e. Et donc, on va introduire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, mais aussi des opérateurs logiques. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en introduisant la logique, par exemple la négation ou les valeurs de vérité, vrai et faux, eh ben, on peut commencer à s'immiscer un petit peu dans le monde du langage. Eh bien justement, si en cas de premier contact, si premier contact il y a, comment communiquer? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Roland Lehoucq et Frédéric Landragin. Comment communiquer avec des aliens? Comment anticiper la structure de la langue? Comment avoir une communication gestuelle? Tout ça a été mis en scène dans un film excellent que je recommande à tous, celui de Denis Villeneuve, Premier Contact. 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Ouais, ça va bien se passer. On fait quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir arme. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Voilà le film de Denis Villeneuve en 2016 qui met donc en scène Louise Banks, une linguiste, le personnage principal. De votre point de vue de linguiste, Frédéric Landragin, est-ce que sa méthode, ses réflexions sont justes dans ce film et dans le roman à l'origine? Quand même, oui. Même moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah, enfin, on voit une linguiste au travail, au cinéma, et qui dit pas n'importe quoi. Après, il y a des choses qui restent un peu trop simples ou discutables, mais dans l'ensemble, c'est fondé. En particulier au tout début, quand le général ou le colonel Weber de l'armée américaine vient la voir à son bureau à la fac et lui fait écouter un enregistrement des extraterrestres et lui demande de traduire ça, elle dit c'est juste impossible, puisque je connais pas leur langue, je connais pas leur lexique, je connais rien. Ce qu'il faut pour entamer un premier contact de face à face, donc là on n'est plus à distance avec des messages qui
sont auto-explicatifs. Là, on est vraiment de face à face, donc dans une interaction. Et dans l'interaction, si on veut apprendre la langue de l'autre, faut commencer par des bases. Et donc, faut commencer par se voir, par comprendre qu'est-ce que l'autre fait comme geste quand il parle et par comprendre qu'est-ce que l'autre fait comme geste quand il désigne un objet ou quand il désigne lui-même. On voit dans le film, il y a Louise Banks à un moment qui a un panneau sur elle où il y a écrit « Human » et elle se pointe elle-même par un geste de pointage. Ça, c'est... en gros, elle dit, voilà, là, le premier contact peut se faire parce que je peux faire un lien entre un geste de désignation et un mot. Ouais, c'est comme Champollion, finalement, en fait, le décryptage, des hiéroglyphes, en fait, à partir du moment où on a un code référent, on peut redécrypter derrière un langage commun. Alors, la pierre de Rosette, c'est encore un autre phénomène parce que c'était le même texte écrit en 3 langues, enfin en 3 écritures, en 2 langues, dans 3 écritures, dont une qui était inconnue, mais les autres que l'on connaissait bien. Donc, le travail de Champollion et de tous les gens qui l'ont précédé, parce qu'il y en a eu plein avant, il y a eu des tentatives, des ébauches de décodage. Ils ont commencé par faire ce qui s'appelle un alignement, c'est-à-dire dire telle partie du texte dans l'écriture qui est inconnue correspond à telle autre partie du texte que l'on connaît. Et faire un alignement, c'est bien quand on a une écriture, quand on a une base un peu fiable, mais ce n'est pas possible en interaction orale avec une personne dont on ne connaît pas la langue. Donc c'est encore pire, en fait. La situation de Louise Banks, elle est encore plus extrême. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que déchiffrer une langue extraterrestre, c'est comme déchiffrer une langue humaine complètement inconnue, sauf qu'en fait, pas du tout. Non, si on veut faire un rapprochement, c'est plutôt similaire à décoder le langage des baleines, la danse des abeilles, le langage des termites ou des fourmis, etc. C'est-à-dire que dans certains cas, on arrive à quelques bribes, par exemple la danse des abeilles avec les fameux 8 qui ont été vus et décodés, mais les baleines, à l'heure actuelle, ça reste un champ d'étude et on n'a pas de réponse définitive parce que c'est vraiment très complexe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le SETI. Alors, pas le SETI, S-E-T-I, mais le SETI, C-E-T-I. Donc, la communication avec des extraterrestres intelligents, c'est en référence au nom de la baleine en latin. Parce que si on n'arrive pas sur Terre alors qu'elles sont juste à côté de nous, à entamer un dialogue avec une baleine, a priori, on aura un peu de mal avec un extraterrestre dont on ne sait strictement rien, qui peut être une bactérie ou une amibe. Pour revenir sur Premier Contact, en tout cas, pour être le plus crédible possible sur le décryptage d'un langage inconnu, la production a travaillé justement avec la linguiste Jessica Kuhn de l'université McGill. Et selon elle, même si leur langage était très différent du nôtre, nous trouvons des structures et des points communs simplement basés sur le fait qu'ils seraient arrivés par des vaisseaux spatiaux et qu'ils seraient donc doués de capacités d'abstraction. Là, je me tourne vers vous, Roland Lehoucq, d'autant que je sais que vous adorez les vaisseaux spatiaux. Oui, j'aime les vaisseaux spatiaux. Faut pas rêver trop non plus, mais on les verra peut-être pas un jour en vrai. Mais bon, c'est marrant à discuter. Alors c'est sûr que c'est dans le film en tout cas, ces aliens, ces heptapodes arrivent par l'intermédiaire d'un vaisseau spatial qui est très beau d'abord et qui a aussi une particularité, c'est qu'il tient tout seul au-dessus du sol. Donc là, c'est la preuve qu'ils ont une compétence technique merveilleuse. D'abord, ils sont capables de franchir des distances interstellaires pour arriver sur Terre. Donc ça dénote comme de compétences non négligeables. Et en plus, leurs vaisseaux tiennent tout seuls, si je veux dire, lévitent littéralement contre la gravité de la Terre, contre leur poids au-dessus du sol. Donc là, en plus, ils maîtrisent la gravité. Ils sont capables, ils ont des machines, on ne sait pas lesquelles, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le vaisseau, on le voit, quand les humains rentrent dans le vaisseau, les parois sont orientées avec une gravité qui n'est pas du tout celle de la Terre. Donc, ils maîtrisent la gravité. Donc, ma recommandation dans cette situation-là, c'est surtout de ne pas se faire mal voir par de ce type d'être. Ils ont des capacités techniques qui sont si radicalement supérieures aux nôtres qu'il faut essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, les bêtises, c'est le point, et c'est tout un point de communication aussi. Comment on sait qu'on n'a pas fait une bêtise? Comment on sait qu'on n'a pas fait un signe inapproprié, un mouvement inapproprié, une action inappropriée? Alors, évidemment, quand dans le film, on voit
alors les Chinois, là, qui pour le coup prennent la position, puisque c'est un film américain malgré tout, des méchants, essaient d'attaquer le vaisseau. Je ne recommande pas cette attitude, enfin en tout cas ce qui est manifestement hostile. Après, il y aurait des situations où on pourrait faire des gestes inappropriés sans le savoir, et donc c'est au-delà du langage. Là, ça peut être un regard, enfin quelque chose, et déclencher, peut-être l'ire de ces êtres qui, là, comme vu leur niveau technique, il ne faut pas les embêter. Alors, ce qui est intéressant aussi, il y a là une nouvelle qui va avec, il y a la nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie, un auteur américain d'origine chinoise. Et dans cette nouvelle, les vaisseaux ne sont pas là, mais par contre, les extraterrestres, il y a une raison de physique qui explique pourquoi leur langage est particulier. Et ce langage circulaire, très joliment, magnifiquement représenté dans le film, un langage circulaire et qui, quelque part, leur permet d'avoir une perception du temps et radicalement différente de la nôtre aussi. Et donc, je ne vais pas épiloguer longuement, parce que je vois que l'heure tourne, mais en tout cas, il y a une raison de physique. Ces êtres extraterrestres sont arrivés à leur compréhension physique du monde, de ce que nous appelons la physique du monde, par un biais que nous connaissons, mais qui a pour eux été la première moyen d'arriver, ce qu'on appelle en physique les principes variationnels, alors que nous sommes arrivés par une physique causale et quelque chose qui était plus compréhensible à nos cerveaux sans doute. Et donc il y a un argument de physique très profond qui justifie pourquoi ces êtres ont une vision, une compréhension du monde différente, et ce langage, et sous cette écriture particulière. Et on arrive en effet à la toute fin de cette émission, Frédéric Landragin. Est-ce que la science-fiction s'est appropriée ces problématiques de façon vraiment sérieuse ? Ah oui, oui. Excepté, Premier Contact, ça on vient de dire que oui, mais... Premier Contact, alors oui et non en même temps, hein. Oui, parce que le film parle de la théorie de Sapir-Whorf, parle de Chomsky, parle de plein de choses qui relèvent vraiment de la linguistique. Donc moi j'ai tendance à dire, on peut appeler ça de la linguistique fiction, parce que les questionnements au cœur du film sont vraiment linguistiques. Mais non, parce que finalement les heptapodes, ils ont les mêmes gestes de désignation que nous, et on se retrouve au final dans un phénomène un peu pareil que les explorateurs qui sont allés en premier en Australie ou au fin fond de la forêt amazonienne. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été limpides dans votre communication. On change de sujet dans quelques secondes avec la chronique d'Alexandra Delbo, mais avant ça, je vous annonce la création d'un nouveau festival des imaginaires, le festival Mauvais Tour, qui se tiendra à Tours du 17 au 20 octobre 2024. C'est sous l'impulsion de Nicolas Martin et Simon Rio. Ce festival est dédié aux imaginaires, au cinéma SF, au fantastique. Un financement participatif est lancé sur la plateforme KissKissBankBank. On vous a posté le lien. Et donc merci Roland Lehoucq, merci Frédéric Landragin. On retrouve tout de suite Alexandra Delbo qui nous parle de fraude scientifique.